Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Quand j'étais enfant, il m'est arrivé de répondre parfois de façon un peu brutale à mes parents, à mes professeurs et on m'a traité d'insolent. Alors j'ai essayé de me guérir de cette insolence, mais j'ai peut-être eu tort. Vous allez voir pourquoi à notre émission d'aujourd'hui. L'insolence n'est peut-être pas une chose tellement négative. Et c'est ce que vous m'avez appris, Marcel Voisin, puisque vous venez de publier un ouvrage intitulé Au pluriel, Insolence, ouvrage publié aux éditions Mémogramme. Les personnes qui suivent La pensée des hommes vous connaissent bien, savent que vous êtes un ancien professeur à l'Université de Bruxelles et que vous avez dirigé l'Institut des traducteurs-interprètes à l'Université de Mons. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages. Et alors j'ai invité un de vos lecteurs éclairé en la personne de Georges Liénard, qui est un ancien président du Centre d'action laïque et qui vous a lu de très près, qui vous fera peut-être quelques contradictions. Comme je le disais d'entrée de jeu, quand j'étais enfant, on me disait mais être insolent, ça n'est pas bien, tu dois te corriger. Or, dans votre ouvrage, moi j'ai lu ce livre avec passion, il est très amusant, il est très rigolo, et il m'apprend que l'insolence n'est pas une chose négative. Si on dresse les enfants à ne pas être insolents, c'est parce qu'on veut des citoyens soumis, des gens obéissants. L'obéissance est le mot-clé de l'éducation première et de la tradition. Et l'obéissance, ça permet tous les autres abus. Et moi, j'en avais assez des abus de notre société. J'en avais ras-le-bol, comme on dit vulgairement, de toutes les manipulations et de toutes les déviances de l'idéal démocratique et laïque que je défends depuis ma jeunesse. Vous l'avez fait déjà dans un ouvrage aussi très récent, qui est le Petit Dictionnaire impertinent. Oui. Au fond, cet ouvrage-ci complète un petit peu ce petit dictionnaire impertinent. Impertinence et insolence, ce sont des marques qui vous distinguent. Ben, j'essaie, oui. En fait, impertinence signifie pour moi le contraire de non-pertinence. Bien sûr. Je trouve que mes impertinences sont très pertinentes. Sauf que vous intervenez à bon escient. C'est ça. Et alors, dans le petit dictionnaire, comme c'était un tout petit format, j'ai fait un effort de concentration, d'avoir des formules frappantes, etc. Oui, mais il y en a dans vos insolences, des formules frappantes. Mais là, j'ai eu envie de développer un petit peu. Pas trop, ce n'est jamais exhaustif, ce n'est jamais une étude scientifique des problèmes, bien sûr. C'est le souci à la fois de secouer et d'amuser, si possible, en espérant que le rire fasse aussi, ou le sourire fasse aussi réfléchir. Je pense que la pensée n'est pas nécessairement la gravité, n'est pas nécessairement le grand sérieux, l'esprit de sérieux, et qu'on peut très bien développer son esprit critique à partir de quelque chose d'un peu plus jovial ou d'un peu plus insolent. Votre ouvrage est marqué par l'esprit de libre examen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis, Georges Liénard? Oui, je trouve que Marcel Voisin développe vraiment le libre examen en pratique, en action. Oui, mais je voudrais d'abord abonder dans le sens de ce que Marcel vient de dire. Le rire peut être insolent, et le rire de son ouvrage, je trouve, est insolent. Parce que quand il m'a demandé de l'examiner et d'éventuellement en faire la contrepartie, je l'ai lu d'une seule traite. Et en le lisant, je me disais, mais est-ce qu'insolent est le mot qui convient le mieux? Et je m'étais dit, je vais lui poser la question. Mais puis j'ai trouvé des mots décapants, parce que c'est aussi décapant. Et évidemment, il décape toute une série d'idées. Et on retrouve, bien entendu, le libre examen dans ces éléments. Mais je n'ai pas le souvenir que le libre examen soit traité en tant que rubrique. Et c'est peut-être... Il me semble que si. Je ne veux pas vous contredire. Je ne l'ai pas sous il me les semble yeux. Que si. Et même que Marcel Voisin met un trait d'union entre libre et examen, ce que moi je ne ferai pas. Ah, mais voilà. Mais ça, c'est une question d'orthographe. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, à travers cette insolence, le mot qui, moi, m'a frappé le plus et dont Marcel ne parle pas, c'est la lucidité.
il y a à travers cet ouvrage une lucidité et un éclairage qui participent évidemment du libre examen. Et c'est dans votre question. Parce Bien que sûr. sans libre examen, je ne vois pas comment on pourrait être lucide. Alors, libre examen, lucidité, est-ce que ce sont des termes que vous acceptez? Ma lucidité, j'essaie de la cultiver et j'ai essayé de l'enseigner aussi autant que possible. Ça faisait parfois de sérieux débats en classe d'ailleurs quand j'étais professeur. Mais en fait, pour moi, c'est une des fonctions fondamentales de l'esprit humain. Si on ne s'efforce pas d'être lucide, ne disons pas. Je suis lucide, j'essaie de l'être. Un peu comme Bachelard disait rationaliste, j'essaie de le devenir avec beaucoup de modestie. Je pense qu'on ne peut pas dire je suis libre exaministe, mais j'essaie de le devenir parce que c'est un effort permanent, c'est une très grande difficulté de l'esprit, c'est une très grande difficulté sociopolitique aussi parce que la société ne nous y prépare pas et ne favorise pas cette évolution et cette recherche dans son ensemble, sauf quelques petits îlots, les oasis de libre examen qui existent, mais dans l'ensemble, on lutte contre tout cela et, me semble-t-il, de plus en plus. C'est ce qui m'a déterminé à publier à la fois le petit dictionnaire impertinent et les insolences, et je n'ai pas fini puisque je viens d'en sortir un troisième. Vous viendrez nous parler prochainement, j'espère. Avec plaisir, parce que je crois que nous allons dans le mauvais sens. Et depuis toujours, j'essaie, moi, de maintenir un certain nombre de valeurs laïques qui me sont chères, dont le libre examen, ce qui ne m'empêche pas de m'en moquer. Dans l'article libre examen, c'est une caricature. J'en fais une caricature un peu. Mais vous qui avez été vice-président du cercle du libre examen de l'ULB. J'ai vu ça dans votre notice biographique. Oui, j'ai commencé tôt finalement à militer et depuis lors je n'ai cessé dans toutes sortes d'organisations laïques d'essayer de défendre cette idée et d'ailleurs de secouer les organisations laïques elles-mêmes qui ne me paraissent pas toujours suffisamment cultiver le libre examen et avoir un peu d'insolence vis-à-vis d'une société qui leur est hostile. Là, je vais me tourner vers Georges Liénard, parce que lui, il a dirigé, il est encore très actif dans beaucoup d'associations laïques. Vous êtes d'accord avec ce que dit Marcel Voisin, que parfois... Oui. Je crois que c'est absolument nécessaire. Et cet ouvrage de Marcel, et c'est la question que j'avais lui demander, est-ce que ce n'est pas véritablement le vécu d'un libre exaministe? C'est le vécu du libre examen. Et c'est ça qui compte en réalité, puisque comme le libre examen n'est pas une doctrine, certains s'y attachent à telle chose, et il leur est plus difficile de s'en détacher. Et par contre, ce qui frappe dans le livre, c'est que tout au long de l'ouvrage, qui se lit, je dirais, d'un seul traite. Ah oui, ça se lit d'une seule traite, oui, absolument. On voit se découvrir la vie libre exaministe d'un laïc. Et donc, c'est peut-être la réponse à la question à l'envers, en quelque sorte. En effet, il est nécessaire continuellement de réanimer cette flamme, et ce sont des réflexions de ce genre qui peuvent y aider. On a parlé de lucidité, on pourrait parler de vigilance. Aussi. En fait, mon souci est d'être aussi vigilant que possible par rapport à tout ce qui se passe, à tout ce qui se dessine, à tout ce qu'on nous prépare. Et là, je trouve qu'effectivement, il faudrait une vigilance citoyenne beaucoup plus active de la part de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le système qu'on nous impose. Oui, vous n'êtes pas toujours très tendre avec les politiques, Marcel Voisin. Ah non. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Mais je leur reproche essentiellement une chose, c'est qu'ils ne disent pas qu'ils sont impuissants. Et vous estimez qu'aujourd'hui, nos hommes, nos femmes politiques sont impuissants, n'ont pas les moyens d'agir en fonction de leurs intérêts, en fonction de leur idéologie. Et en fonction de l'intérêt général. Bien sûr. Moi, je suis un partisan de l'esprit des Lumières qui travaillait pour le genre humain. Bien sûr. Et pour l'intérêt public. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On détruit systématiquement non seulement le service public, mais l'idée même du service public. L'idée même d'une véritable participation citoyenne. Et les choses graves sont de plus en plus décidées en petits comités. Et en fait, l'économique a pris le pouvoir. Le financier a pris le pouvoir.
Et je n'hésite pas à les traiter de mafia. C'est devenu une mafia. Vous voulez dire que nos gouvernants ne peuvent pas agir parce qu'il y a toujours la menace extérieure exprimée par les grandes banques, les agences de notation, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez faire contre les licenciements massifs? Je viens d'apprendre le licenciement de 1400 personnes d'un coup, ici à Gosselies. Les politiques vont s'agiter en disant on va essayer de trouver des solutions, etc. Mais il n'y a pas de solution tant qu'on ne peut pas domestiquer ce qui doit être au service de la nation. L'économie doit être au service de la nation, pas au service de quelques spéculateurs, pas au service de quelques actionnaires qui font des fortunes colossales sur la misère des gens. Je ne peux pas accepter ça. Bien sûr. Mais je crois que la question et la réponse que Marcel vient de donner sont vraiment au cœur de l'ouvrage. Et c'est d'une manière un petit peu amusante, je trouve, parce que quand on voit les titres des chapitres, puisque ce sont des rubriques, on ne trouve pas véritablement ce que Marcel vient de dire. Il faut en faire une lecture transversale. Et je vous disais tout à l'heure, on en parlait, la lecture sur ordinateur est très intéressante à cet égard, parce qu'on demande à l'ordinateur, quand on voit un mot, de rechercher. Et les occurrences du mot. Les occurrences du mot. Et j'ai trouvé, par exemple, que on voyait apparaître, à un moment donné, 14 fois le virus du profit maximum. Or, il n'y a pas de chapitre qui est dédié à proprement parler à cela, mais c'est venu, comme on dit en franglais, un leitmotiv. Bien sûr. N'est-ce pas? Le virus du profit maximum. Avec cette chose amusante, je trouve, moi, qui m'a fort amusé à un moment donné, dans une notion qui était proche de la religion. Et dans le chapitre globalisation, on dit que c'est la religion du marché. Et ça, c'est la pensée de Marcel. S'il y arrive une forme de religion du marché, moi qui m'a fort intéressé, parce qu'il n'y a pas vraiment de rubrique, mais on la retrouve à toute une série d'endroits qui se rapportent à des chapitres différents dans l'ensemble de la société. C'est l'imbibation, comme le buvard, avec cette phrase extraordinaire qui est l'évangélisation est aussi économique. J'ai retrouvé ça tout à fait remarquable, cette association de cette notion d'évangélisation qui dans le passé avait une connotation tout à fait religieuse, qui devient maintenant économique. Il y en a un passage, Marcel, qui est vraiment extrêmement important. Oui, moi j'ai toujours été étonné qu'on parle des lois du marché. Qu'est-ce que c'est que ces lois du marché? Comme si c'était les lois de Moïse. C'est pour ça que c'est religieux. Aujourd'hui, on nous impose, on nous dit il n'y a pas de autre solution que il faut subir, c'est ça. Exactement comme on nous disait, pour avoir le paradis, il faut subir un certain nombre de choses et se garder de toute une série de péchés. Et moi, je suis pour le péché dans ce cas-là. Je suppose que vous l'avez compris. Il faut pécher et largement contre ces lois. C'est très bon le péché. Parce que à la notion de péché est associée la notion de plaisir. Ben voilà. Donc l'économie forme une sorte de dogme à ces grands prêtres, à ces grandes institutions. L'Europe aujourd'hui dicte un petit peu la loi du marché. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Est-ce qu'il faut le regretter? Ah non, moi je crois que tout à fait, je ne suis pas économiste et je le dis très simplement, mais mon sentiment de citoyen vigilant et libre exaministe me dit on fait fausse route. Ce n'est pas possible de continuer sur ce plan-là, parce que nous allons vers une plus grande misère, nous allons vers une désespérance, et ça se voit dans tous les secteurs. C'est pas étonnant que Georges remarque que je reviens sur un certain nombre de choses incidemment dans différents chapitres. Pour moi, le vice d'aujourd'hui, le vice fondamental, c'est le profit. Tout seul, ça va très bien. Maximum, c'est déjà mauvais. Ça devrait être optimum. Immédiat. C'est-à-dire que nos véritables dirigeants, nos véritables gangsters financiers, se fichent pas mal de l'avenir. Ils sont en train de détruire l'avenir de générations. Et ça, je ne peux pas l'accepter en tant que citoyen, en tant que moraliste, en tant que simple homme de bon sens. Oui. C'est pas tolérable. Mais est-ce que la question alors qui se pose, évidemment, si on en revient au titre, est-ce que dans ce contexte qui est le nôtre, en quelque sorte, est-ce qu'il suffit d'être insolent? Non, bien sûr.
Puis-je avouer que je me suis un petit peu défoulé. Ça a été un peu mon plaisir de dire, au lieu de dire les choses sérieusement, de les dire avec une pointe d'esprit, d'humour, etc. En espérant aussi que ça fasse davantage réfléchir, parce que le discours sérieux, parfois, il est embêtant et n'a pas la portée qu'il devrait avoir. Donc je me suis dit, en faisant réfléchir tout en essayant d'amuser un peu, peut-être que je vais éveiller la vigilance, éveiller le libre examen. C'est ça qui m'intéresse, et donc défendre la laïcité au sens profond du terme, au sens citoyen du terme, au sens de défenseur du bien public et d'un avenir raisonnable, humaniste et gérable et acceptable par des consciences éduquées. Ouais, c'est tout un programme. Oui, je vous en prie. Je trouve que c'est la méthode dont Marcel vient de parler qui est excellente, qui consiste à procéder par petites touches, pas trop sérieuses, mais très précises. Ce qui est frappant, c'est le vocabulaire que tu utilises, qui est d'une précision tout à fait remarquable, sans être pédant, sans être lourd, et qu'on retrouve par petites touches, avec cette volonté finalement dans chacune des rubriques, chacun des chapitres envisagés, cette recherche de sens. Moi, je n'ai pas trouvé de rubrique de laïcité parce qu'elle est omniprésente, en définitive. C'est pas nécessaire d'en mettre une et de commencer à discuter sur qu'est-ce que pourrait être la laïcité, le foulard, patati patata, ces choses-là. Non, mais une recherche de sens profond de la laïcité se retrouve à travers l'ensemble des rubriques, et c'est ça, je trouve, qui est le principal intérêt, et qui fait que la lecture est évidemment très intéressante. J'en remerciais Marcel d'ailleurs, parce que pour moi, ça a été une découverte que j'ai fort appréciée, et je trouvais que c'était vraiment le cœur de l'ouvrage. On ne peut pas passer tous les articles, toutes les rubriques en revue. Il y en a une qui m'a beaucoup amusé, c'est la rubrique cochon. Alors, expliquez tout, Marcel Voisin, ce que vous avez voulu faire avec cette rubrique cochon. Avec cette rubrique cochon, je n'ai pas voulu faire de cochonnerie, mais j'ai plutôt voulu vanter les cochonailles et dire tout simplement ceci, puisqu'on dit souvent que dans le cochon tout est bon, je fais remarquer que c'est pas tout à fait vrai pour l'homme, alors qu'on dit que souvent il y a des parentés, même biologiques, entre l'un et l'autre. Et puis ce qui m'a paru amusant, c'est de montrer dans cette rubrique comment une forme d'intolérance se retourne contre l'intolérance. Nous connaissons des sociétés, des religions qui n'acceptent pas le porc, qui pourtant en nourrit une bonne partie de l'humanité, qu'auraient fait les Chinois sans avoir le porc, ils auraient été encore bien plus malheureux. Et nos ancêtres, etc. Bon, non seulement ils se privent de tout l'aspect gustatif et gourmet qu'on peut retirer du cochon, mais en plus, l'intolérance a fait que il est arrivé donc que le cochon a été caché, a servi plus exactement de cachette au reste de Saint-Marc. Or Saint-Marc, c'est le patron de Venise. Bien sûr. Donc je me suis demandé pourquoi, au lieu d'un lion qui n'a rien à faire à Venise, je crois qu'il n'y a jamais eu de lion à Venise, on n'avait pas honoré le cochon qui avait permis de sauver les entrailles, les restes de Saint-Marc, qui était à Alexandrie, et que la douane musulmane n'a pas osé toucher parce qu'il était caché dans l'antre du cochon. Autre article intéressant, accommodement raisonnable. Ah, oui. Déjà, vous dites raisonnable et accommodement, ça ne va pas fort ensemble. C'est déjà appelé pléonasme, me semble-t-il. Oui. S'il y a accommodement, c'est qu'il y a dialogue. S'il y a dialogue, on espère que c'est un vrai dialogue entre personnes raisonnables. Et donc, pour moi, c'est un fameux pléonasme. On en a beaucoup dans la vie d'aujourd'hui, puisqu'on ne connaît plus le sens des choses, ou qu'on les dévie sciemment pour tromper le public plus ou moins naïf.
naïf. Et donc, moi, j'ai toujours été choqué par ces accommodements raisonnables qui nous viennent du Québec. J'aime beaucoup le Québec, mais je n'aime pas du tout ce genre de choses, parce que, en fait, ce sont des accommodements, pour moi, tout à fait déraisonnables. À partir du moment où on commence à diviser la loi, à diviser l'exercice de la justice, à permettre à des particularismes qui ne sont que des caprices finalement par rapport à la raison de s'exprimer et de prendre pied dans la société, à partir de ce moment-là, on tombe dans le communautarisme, et le communautarisme est un mal qui risque de ronger tout à fait notre société. Je ne vois pas pourquoi il faut qu'il y ait une loi pour telle secte, une autre loi pour telle religion, etc., dans des applications très particulières, alors que nos lois, et les lois du Québec sont des lois comme les nôtres, C'est une démocratie, de toute façon. Issues de l'effort démocratique. Bien sûr. Et puis, ce qui me gêne très fort, c'est que finalement, toutes ces tendances-là, vis-à-vis desquelles on est trop faible, à mon point de vue. Pour une fois, je voudrais être rigoureux plutôt que rigolo. C'est que, en fait, tout cela détruit, sape, délite, tranche par tranche, un effort séculaire de construction. Il faudrait quand même que nos populations se souviennent que tout ce dont nous vivons aujourd'hui comme loi démocratique et comme mode de vie, qui nous plaît en général globalement, et satisfait un certain nombre de besoins légitimes de l'humanité, tout cela, c'est une construction, et c'est aussi le résultat d'un combat de toute une série de gens. Il y a des gens qui ont payé de leur vie les lois dont nous Mais est-ce qu'il n'est pas déraisonnable d'avoir voulu étendre cette idée qui en soi paraît raisonnable à des choses où elle ne devrait pas aller? C'est ce que tu veux dire, c'est-à-dire à une législation générale. Parce que tous dans l'existence, nous avons à prendre des accommodements avec notre entourage pour telle ou pour telle chose. Et de dire qu'il est raisonnable, ça veut dire qu'il a des limites aussi. C'est ça qu'on veut dire probablement à l'origine en tout cas. Et que donc il convient tout de même dans l'expression d'une rigidité de la loi, de savoir prendre certains accommodements, mais sans en ériger une loi parallèle qui serait une loi d'accommodement, parce que ça c'est le communautarisme, et de faire en sorte donc que pour certains cas, dans certaines situations qu'on devrait apprécier et pas juger d'une manière trop catégorique, à prendre certains accommodements. Et je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect de la vie en société qui consiste à en accepter certains, mais sans vouloir les ériger en système. Il y a une question, si vous me permettez, que je voulais poser à Marcel. Mais je vous en prie, Georges Liénard. Quand j'ai été frappé, en feuilletant l'ouvrage, je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas des chapitres qui manquent, que j'aimerais voir traités? Et je suis tout de suite allé voir, et on a fait allusion tout à l'heure à mon lourd passé au sein des associations laïques, le mot sacré. Le mot sacré se trouve dans une rubrique. Il figure dans une rubrique. Mais il dit ceci, et je peux le citer, délibérément, soyons sacrilèges. Bannissons le mot sacré de notre vocabulaire. Alors voilà un mot qu'on retrouve tout le temps. Marcel en parlait tout à l'heure, le père de famille qui dit pour moi les vacances c'est sacré. Voilà qu'on va bannir un mot. Et puis alors ce qui est étonnant dans l'ouvrage, c'est qu'encore une fois j'ai interrogé mon ordinateur, je lui ai demandé sacré, dis-moi ordinateur, qu'est-ce que Marcel en dit? Il le cite 24 fois. Alors, donc il n'est pas contre. Oh, il n'est pas contre. Donc il le cite 24 fois dans d'autres rubriques à des moments différents. Alors je me disais, mais enfin voilà quelque chose qu'il faut bannir et qu'on retrouve peut-être le plus souvent dans ce... Est-ce qu'il y a là quelque chose d'un peu dérangeant, Marcel? Il y a une véritable contradiction, si vous voulez, mais la contradiction, on peut la résoudre de cette façon-là. Ce qui m'agace, parce que évidemment ce sont des billets d'humeur, donc il y a un agacement à la base. Avec de l'humour. Avec de l'humour, oui. Évidemment, ce qui m'agace profondément, c'est qu'on sacralise n'importe quoi.
si on sacralisait... Les vacances, c'est bien ça. Les joueurs de foot, Ouais. de contemporains sacralisent les joueurs de tennis, les joueurs de C'est foot, ça, hein. les idoles du rock'n'roll. Et que ça conduit trop souvent à des attitudes fanatiques. Bien sûr. Absolument. C'est ça qui me gêne. Hein. Si maintenant on dit on va sacraliser le libre examen, ben, je l'ai fait toute ma vie puisque j'ai toujours défendu le libre examen. Hein. Mais le libre examen sacralisé, ça ne me gêne pas parce que ça ne peut pas détruire. Le libre examen ne peut pas détruire quelque chose. Il ne peut que construire quelque chose. Hein. Difficilement, mais il le fait, hein, si on veut bien. Mais quand on sacralise des coutumes, des rites, des usages alimentaires. des usages alimentaires, des choses pareilles, eh ben, alors là, à ce moment-là, on tombe ou dans la bêtise. Hein, nous sommes dans un océan de bêtises. Hein, moi, c'est ce que je n'arrête pas non plus de dénoncer. N'est-ce pas? Cette bêtise crasse qui nous envahit, qui est un véritable tsunami à un certain moment, hein, ça me dérange très fort. Et d'autre part, non seulement on tombe dans la bêtise, mais on tombe aussi dans les, comment dirais-je, dans les exclusives, hein, dans les séparations, dans les ghettos, hein, etc. Là, beaucoup de sacrés conduisent à des enfermements, à des prisons. Mais c'est aussi un espace réservé pour chaque individu, dans le sens, je disais tout à l'heure, mes vacances sont sacrées, les enfants sont sacrés, ou telle chose. Ils n'ont plus de sens à ce moment-là. C'est tellement répandu que ça n'a plus de sens. Oui, c'est exact. Mais c'est une manière aussi d'exprimer quelque chose qui est un peu important ou hors du temps. Comme on dit tout le temps, c'est génial. Oui, voilà. Comme si Je vais vous mettre si répandu. Je vais vous mettre d'accord en conclusion et je dirais, ce qui est sacré, c'est peut-être ce pourquoi on se sacrifie. Et vous, Georges Guénard, vous, Marcel Voisin, ben, vous considérez la laïcité comme une chose sacrée, parce que je sais que vous avez beaucoup sacrifié en sa faveur. Je vous Mais remercie. on ne va pas jusqu'au martyr. Mais vous n'allez pas jusqu'au martyr. Je vous remercie beaucoup pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle, Marcel Voisin, que vous avez écrit un livre intitulé Insolence, ouvrage paru aux éditions Mémogramme. Merci pour votre participation à notre émission. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup.